Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. C'est une bataille qui s'annonce âpre. Les 6611 candidats aux législatives vont ferrailler dur pour conserver ou décrocher une circonscription. Chacun affûte ses armes et prépare ses équipes. Le Parti socialiste se met en ordre de bataille derrière le duo Aubry-Hérault qui s'affiche unis. À droite, ils ont aussi posé ensemble. Jean-François Copé et Hervé Morin, président du Nouveau Centre, ont célébré, après bien des péripéties, leur alliance. Alors à 19 jours du premier tour, la bataille s'engage. Notre invitée politique ce soir, ancienne ministre et sénatrice socialiste de Paris, Marie-Noëlle Lienemann, avec également Jérôme Sainte-Marie, directeur du département Opinion de l'Institut de sondage CSA. Et puis tout le monde est pour. Le mot fait d'ailleurs consensus. Difficile de s'opposer à la croissance. Reste à s'entendre sur les moyens pour y parvenir. À la veille du sommet extraordinaire de la zone euro à Bruxelles, Berlin oppose un nouveau Nein à Paris sur les euro-obligations défendues par François Hollande. Alors les positions de la chancelière allemande et du président français sont-elles vraiment inconciliables? Analyse à suivre de notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Moins d'une semaine après la nomination du gouvernement Hérault, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, est devenue la cible principale de l'UMP. Entre raillerie et attaque sur son angélisme et laxisme supposé, nous verrons tout cela dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Il ne se quitte plus, ou presque. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et la première secrétaire du PS, Martine Aubry, s'affichent côte à côte pour lancer la bataille des législatives. Rangés au placard leur rivalité, tous deux insistent aujourd'hui sur l'importance de disposer d'une large majorité parlementaire et ils mettent en garde contre le risque d'une cohabitation. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Premier ministre et première secrétaire du Parti socialiste, côte à côte en marche vers les législatives. Aujourd'hui, nous lançons la bataille des élections législatives pour donner au président de la République une large majorité, une majorité solide, une majorité cohérente, pour que le vote des Français du 6 mai soit confirmé dans l'action et que ça change vraiment pour eux. Et c'est notre seule mission. Devant les députés socialistes, Jean-Marc Ayrault fixe le cap pour ces élections. La rivalité entre lui et Martine Aubry pour l'accès à Matignon paraît dépassée. Et c'est la première secrétaire qui remet à leur place les candidats non investis qui ont fait le choix de la dissidence. Et permettez-moi de vous dire que je suis bien placé pour savoir que quand on joue collectif, on gagne. Et quand on ne joue pas collectif, on ne gagne pas. C'est vrai dans un parti, c'est vrai dans un groupe, c'est vrai au gouvernement. Donc il faut que chacun soit derrière le chef du gouvernement et oublie sa propre tête. Déçus par l'accord avec les Verts, une vingtaine de candidats PS se présenteront sans le soutien de la rue de Solferino. Une difficulté à laquelle vient s'ajouter l'absence d'accord avec le front de gauche. Ces divisions peuvent menacer l'objectif du PS qui vise la majorité absolue au Parlement. Mais les cadres du parti minimisent ce risque. Ce qui est certain, c'est qu'au second tour, de toute façon, tout le monde soutiendra celui des candidats de gauche qui est arrivé en tête. Et là où il y avait un risque d'élimination de la gauche face à l'extrême droite, il y a un candidat commun. Les têtes d'affiche du gouvernement iront soutenir les candidats dans les circonscriptions les plus difficiles. Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry tiendront eux 3 meetings communs à Nantes, Lille et Paris. Et puis la droite a trouvé sa cible et elle s'appelle Christiane Taubira. La toute nouvelle garde des Sceaux est devenue, moins d'une semaine après sa nomination, la cible de choix de l'UMP. Le dernier tacle en date est venu de Jean-François Copé. Les détails avec Simon Barbarie. Une semaine tout juste après son arrivée au gouvernement, la nouvelle garde des Sceaux, Christiane Taubira, est devenue la cible désignée de la droite. En cause, son intention de supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs. Angélisme, laxisme de gauche, les ténors de l'UMP ne manquent pas de vocabulaire pour qualifier la mesure annoncée par la nouvelle ministre. Votant Front National, on a la gauche qui passe. Donc quand on vote Front National, eh ben on a Taubira et l'annulation des tribunaux correctionnels pour mineurs. C'est une faute grave de ne pas vouloir réformer la justice des mineurs. Je pense que ça, c'est une erreur profonde. Instaurés par la loi du 10 août 2011, ces tribunaux correctionnels jugent des mineurs récidivistes âgés de 16 à 18 ans encourant une peine égale ou supérieure à 3 ans.
Pour Christiane Taubira, la semaine commence comme la précédente s'était terminée, avec une polémique. L'évasion en sa présence d'un détenu lors d'une compétition sportive avait hier renforcé encore les sarcasmes de la droite à l'égard de l'ancienne députée guyanaise. La solidarité gouvernementale semble, elle, fonctionner. La ministre déléguée à la justice Delphine Batho a volé au secours de sa collègue de la place Vendôme cet après-midi et rappelle qu'en 5 ans de gouvernement de droite, les violences physiques commises par les mineurs ont augmenté de plus de 50%. Et dans l'actualité, François Fillon fait campagne dans les rues de Paris, mais pas dans la circonscription qu'il guigne, mais dans le 3e arrondissement, en soutien aux candidats de l'UMP. Paul Bouffard et Sophie Normand sont allés à sa rencontre. Il pensait faire campagne comme un simple piéton, mais à Paris, François Fillon est attendu. Candidat dans la 2e circonscription, il entame ce qui pourrait être ses premiers pas vers l'hôtel de ville en 2014. Mon ambition pour Paris, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de députés de l'UMP aux prochaines élections législatives. Parce que je crois qu'il est très important d'empêcher la mise en œuvre d'un programme socialiste qui est un programme extrêmement dangereux pour notre pays. Non loin de la Bastille, il est venu soutenir le jeune Benjamin Lancard dans sa quête à la députation. La vieille garde inspire les jeunes pousses UMP. On est des jeunes politiques, on est des jeunes candidats, on rencontre les gens avec beaucoup d'enthousiasme et je pense que c'est ça aussi qui est important. François Fillon, il a été élu très jeune et donc pour nous c'est aussi justement une marque de confiance et de soutien et ça nous donne beaucoup d'énergie. Candidat aux élections législatives à Paris, plus habitué au couloir de Matignon pendant 5 ans, François Fillon doit trouver sa place dans les rues parisiennes. Bonjour monsieur. Si seulement vous êtes Bonjour, Benjamin. vous achetez des vêtements. Oui. Pour les Français, l'ancien Premier ministre est la personnalité de droite préférée pour mener l'opposition à François Hollande. Alors ici, loin de ces terres sartoises, l'accueil est cordial, mais tout reste à faire. Est-ce qu'on est tous des vrais Parisiens? Non. Il tente sa chance, il a raison. Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur. Au point de vue des habitants qui habitent ici, je crois que ça vote plutôt à gauche. François Fillon devra certes faire face à la percée de la gauche dans la capitale. Le 6 mai dernier, 13 arrondissements sur 20 ont choisi François Hollande. Mais c'est sans peine qu'il devrait être élu député dans la 2e circonscription de Paris. Et nos invités ce soir, invitée politique du 22h, elle est ancienne ministre, sénatrice socialiste de Paris, Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Avec nous également Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Vous êtes directeur du département opinion de l'Institut de sondage CSA. Parlons d'abord de la bataille des législatives qui s'engagent. Marie-Noëlle Lienemann, quel est pour vous le résultat idéal, presque rêvé des socialistes pour cette élection des législatives ? Il y a un double enjeu. Le premier enjeu, c'est que l'ensemble de la majorité présidentielle fasse le plus grand score possible pour qu'on ait au Parlement une majorité forte qui permette que le changement qu'a annoncé François Hollande rentre dans les faits. Et évidemment, on souhaite qu'à l'intérieur de cette majorité, le groupe socialiste puisse avoir une majorité stable et une majorité, l'idéal serait qu'elle soit toute seule. Ce qui ne veut pas dire ça ne veut pas dire qu'on n'écoutera pas nos partenaires. Oui, mais l'idéal, on le retient pour vous, c'est majorité absolue, un petit peu comme en 81, lorsque le gouvernement Mauroy avait les mains libres. On peut pas dire que les mains libres parce que le Parlement, c'est pas parce que vous avez une majorité socialiste que tout le monde suit comme un seul homme. On a aussi beaucoup appris depuis 81 de l'importance de cette de respiration entre le Parlement et l'exécutif. Oui. Alors, sinon, s'il n'y a pas cette majorité absolue, vous dépendrez des écologistes, des communistes et de Jean-Luc Mélenchon. Il vous faut souhaiter bonne chance. Ça vous fait déjà tousser, peut-être, de penser aux économies, aux communistes, aux écologistes et à Oui, c'est tout l'enjeu d'une majorité. Bon, d'abord, il y a avec les écologistes un accord programmatique qui a été signé. Pour ma part, j'aurais souhaité qu'il puisse avoir lieu avec le Front de gauche, mais il y a de toute façon, avec le Front de gauche, des tas de sujets. Quand vous prenez les programmes sur lesquels le Front de gauche s'est présenté, notamment au présidentiel, ou qui va présenter aux législatives, et ce que propose le Parti socialiste, il y a évidemment bien des terrains de convergence. Qu'est-ce qui a fait échouer cet accord du Parti socialiste avec le Front de gauche, selon vous? Martine Aubry pointe des divergences à l'intérieur du Front de gauche. C'est la seule raison? Oui, enfin moi personnellement, je pense que quand il n'y a pas d'unité, c'est que quelque part, tout le monde n'a pas fait suffisamment d'efforts. Mais à culpa de votre part aussi chez les socialistes. Bon, personnellement, je le regrette profondément. Jérôme Sainte-Marie, la gauche a le vent en poupe dans les sondages. Est-ce qu'elle est la mieux placée pour remporter ces législatives?
Oui, enfin, très certainement. C'est-à-dire qu'il y a l'argument qui est de dire les Français vont vouloir une espèce d'équilibre des pouvoirs, de cohabitation. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vérifié, même si on prend l'élection de 2002, l'élection de Jacques Chirac dans des conditions extraordinaires, l'UMP obtient une majorité à l'Assemblée nationale que rien ne laissait, enfin en tout cas pas grand-chose ne laissait attendre à l'issue des résultats du premier tour. Donc les Français ont voulu confirmer, alors même qu'on n'était pas dans une période de crise économique comme aujourd'hui. Les seuls éléments qui amèneraient à nuancer cela, ça serait le fait que on n'a pas un mouvement d'enthousiasme particulier par rapport à l'exécutif. Alors les Français connaissent mal. Hein. Jean-Marc Ayrault, il a un problème de notoriété. Mais si j'en crois les chiffres de mes confrères d'Ipsos, on a 53% de popularité pour François Hollande, 50% pour Jean-Marc Ayrault. On ne peut pas dire que ce soit extraordinaire. Et puis dernier point, effectivement, la question, puisqu'il n'y a pas d'accord, est de transformer un peu moins de 30% du premier tour de la présidentielle en une majorité à l'Assemblée nationale. Il manque pour l'instant le Front de gauche. C'est important, la notoriété, la popularité pour mener une bataille des législatives. Si Jean-Marc Ayrault, c'est pas un déficit de notoriété, mais ne l'a pas aussi importante que d'autres, est-ce que c'est un handicap pour mener cette bataille? Non, je crois pas. Je pense qu'effectivement, on est dans une configuration politique qui est assez peu fréquente. Hein. Je pense d'abord que les résultats sur ce qu'on appelle la notoriété et l'adhésion sont quand même largement liés à la question de la crise elle-même, où on n'est plus dans l'enthousiasme, où on se disait alors tout va changer d'un coup. Donc il ne faudrait d'ailleurs pas que l'enthousiasme retombe trop sur le thème, du coup on ne peut pas changer grand-chose. Moi je pense qu'on est dans une nouvelle période politique, où ça va être l'ensemble des forces, notamment de la diversité au sein du Parti socialiste, et de ce point de vue, la bonne relation et l'attitude tout à fait positive de Martine Aubry aux côtés de Jean-Marc Ayrault est un élément fort. C'est-à-dire on joue collectif. Qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Mais aussi parce que je crois que c'est une période où il faut jouer collectif. D'ailleurs, je pense que les partis, sur les Verts ou le Front de gauche, qui ne joueraient pas collectif, seraient d'une certaine façon sanctionnés. Écoutez, voilà, Madame Alliot. Je crois qu'ils auront tous intérêt à jouer collectif. Il faut jouer collectif. Sinon, il y a un risque de cohabitation pour vous ? Pas au point. Je pense comme vous que les Français sont quand même des gens continus dans leur choix. Ils n'ont pas du tout envie d'une instabilité maintenant. Ils peuvent être tentés par l'instabilité quand il y a un mécontentement qui s'opère. Je ne le crois absolument pas à l'étape actuelle. C'est logique, Jérôme Sainte-Marie, ils viennent de voter, ils sont cohérents avec eux-mêmes, les citoyens. Oui, enfin, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Encore une fois, c'est un peu moins de 52% au second tour, mais il y a un élément assez clair, c'est qu'il y a deux éléments. D'une part, il y a les sondages d'intention de vote pour les législatives actuellement au niveau national. C'est à prendre avec des pincettes, mais ce que l'on a nous-mêmes mesuré montrait qu'on était plutôt dans la configuration de 1997. C'était moins que les scores de 1988 ou de 1981, bien sûr, mais on était quand même plutôt du côté de 97. Bon, tout ça est assez relatif, mais enfin bon, c'est une indication qui vaut ce qu'elle vaut, qui mériterait d'être confirmée. Mais il y a aussi un élément qui rappelle 97, c'est la possibilité de triangulaire avec le Front National. Le Front National a tout intérêt pour l'instant à l'affaiblissement de l'UMP. Ça ne durera pas fort, justement pour pouvoir ensuite éventuellement recomposer la droite d'une autre manière. Et donc, ce qui fait que cet élément de tripartition de la vie politique française actuellement profite de fait plutôt à la gauche. Parce que les reports de voix, a priori, sur le Front de gauche sont très bons. Juste un élément, effectivement, là je tendance sans doute à vous rejoindre, il faut quand même donner des signes à l'électorat du Front de gauche pour qu'il se reporte bien ou même tout simplement pour qu'il aille voter. Oui, alors justement, moi je pense qu'on a un atout quand même, les socialistes, ce sont nos élus. Beaucoup de nos candidats sont appuyés par des élus locaux, sont eux-mêmes élus locaux, quitte à après être touchés par le cumul des mandats, mais c'est quand même des gens dont la présence sur le terrain est très forte. Or, je pense que pour rassembler, le fait que souvent nos équipes municipales se rassemblent, l'ensemble des forces de gauche, le rassemblement autour de personnalités qui déjà dans leur commune ou autres font vivre ce rassemblement devrait peser positivement par rapport au risque que vous... Dans ces législatives, il y a aussi le match dans le match, j'allais dire peut-être le combat le plus spectaculaire qui aura sans doute lieu à Hénin-Beaumont. Quand vous voyez un sondage qui place au second tour gagnant Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen, est-ce que vous vous demandez pourquoi le Parti socialiste maintient un candidat face à Jean-Luc Mélenchon, un candidat socialiste au premier tour qui risque de lui faire barrage ?
Bon, moi, vous avez choisi la personne qui était une des rares au sein du Parti Socialiste à expliquer qu'il fallait un candidat unique de la gauche à Hénin-Beaumont. Peut-être parce que justement, je venais d'Hénin-Beaumont et que je me méfiais beaucoup des divisions au sein de la gauche. Donc j'ai été une des rares à le faire, et puis parce que mon orientation politique est sans doute aussi plus à gauche que la moyenne des socialistes. Reste que, ne nous trompons pas, on vit sur des sondages. Donc sur ces sondages, le même sondeur, pas le même sondeur, mais un organisme de sondage avait fait un sondage avant l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat du Parti Socialiste, qui est Philippe Kemel, dans ce sondage faisait un bon score au premier et gagnait aussi et même face à Marine Le Pen. On a maintenant un sondage, puisque Jean-Luc est une personnalité nationale, qui évidemment est plus mis en exergue, qui montrerait que dans ce sondage, il passerait en tête au premier tour et gagnerait face à Marine Le Pen. Que de précautions, mais je crois que vous dites, dans les deux cas, que vous n'avez pas été très fair-play au Parti Socialiste avec Jean-Luc Mélenchon, peut-être vous le rendra-t-il plus tard. La vraie, écoutez, moi je pense que dans l'étape où nous sommes, c'est pas tant le cas de Jean-Luc Mélenchon que le fait qu'il faut lui, il pense à son cas. C'est normal. Ah oui. Qu'il faut qu'on se mette tous en situation de réussir le rassemblement de l'ensemble des forces de gauche, car vous avez raison, il y a besoin d'une dynamique unitaire pour éviter l'abstention. Moi, ma plus grande crainte, c'est l'abstention. Et je dis aux habitants des quartiers ou des couches populaires, c'est pas parce qu'on a voté François Hollande, ce qui est bien, qu'on a fait tout le chemin qui est nécessaire pour le changement. Il faut aller voter aux élections législatives. Et la deuxième logique, c'est l'unité des forces de gauche. Je reviens à Hénin-Beaumont, Jérôme Sainte-Marie. Jean-Luc Mélenchon a toutes ses chances, selon vous, dans cette région durement touchée par la crise, par les fermetures d'usines? Alors il y a toujours une difficulté pour l'électorat de la gauche non communiste, voire de l'extrême gauche, c'est qu'elle est sans cesse menacée par l'abstention. C'est des populations, notamment à Hénin-Beaumont, qui sont à la frontière du jeu politique, parce qu'ils sont également à la frontière de l'intégration sociale, on va dire ça comme ça. Et ce qui fait que souvent, ils ont effectivement, soit ils choisissent de protester contre un système qui les place dans une situation économique difficile, soit alors ils préfèrent même se retirer du jeu. Ce qui rend, disons-le, même d'un point de vue technique, les sondages relativement difficiles dans ce genre de configuration sociale. Et c'est pour ça qu'on a souvent, d'ailleurs, c'est probablement ce qui s'est produit également pour le premier tour de la présidentielle, où nous avions collectivement, y compris à CSA, surestimé le vote Mélenchon. C'est notre principal écart, en fait, justement parce qu'il y a eu des phénomènes de vote utile, puis aussi des phénomènes d'abstention différentielle. Mais Marine-Noël Lienemann, pourrait reconnaître, il a de l'audace, il a du courage politique, Jean-Luc Mélenchon, d'aller affronter Marine Le Pen sur, entre guillemets, ces terres, là où le Front National est quand même moi, bien je partage son avis, ce n'est pas les terres de Marine Le Pen. C'est historiquement des terres de gauche dans lesquelles Marine Le Pen a trouvé des opportunités que je ne crois pas durables si la gauche est capable de se ressaisir. Et je pense que l'arrivée de Jean-Luc peut contribuer au ressaisissement, mais il ne peut pas être l'unique. Vous votez Jean-Luc ? Non. Il n'est pas l'unique candidat qui peut porter ce ressaisissement, car ça ne suffira pas. On finit sur ce point. Et oui, je pense que l'enjeu effectivement d'Hénin-Beaumont dépasse infiniment la circonscription. Il conditionne probablement même une bonne partie de l'actualité sociale et politique du quinquennat, puisqu'on peut s'attendre à des mesures qui, la crise étant escalée, seront difficiles, notamment pour les catégories populaires, quels que soient les efforts du gouvernement. Et la question sera de savoir qui portera cette protestation populaire, le Front National ou bien le Front de gauche. Oui, enfin, on peut aussi espérer que la gauche ne déçoive pas les couches populaires, la gauche du gouvernement ne déçoive pas les couches populaires, et c'est le pari que je fais. On va parler de ces premiers pas de la gauche et surtout de François Hollande sur la scène à la fois nationale et internationale. D'abord, je vais vous faire réagir et écouter Marine-Noël Lienemann, cette réaction de votre collègue sénateur, il s'agit de Thierry Repentin qui s'exprime sur le gouvernement. On l'écoute. Il y a une légère déception, on va dire ça comme ça, où on voit qu'il y a une très forte présence de nos collègues et amis députés. Le président du groupe des députés étant lui-même Premier ministre, ceci explique peut-être cela. Jean-Marc Ayrault connaît peut-être mal le Sénat, connaît sans doute pas assez ses élus, son mode de travail. Paradoxalement, un Sénat très très présent dans la campagne est très peu présent dans l'équipe gouvernementale. Donc il faut que le Premier ministre apprennent à travailler sans doute avec le Sénat.
Le Sénat mal aimé par le gouvernement Hollande et Rau, c'est le cas, c'est ce que semble dire Thierry Repentin. Marie-Noëlle Lienemann, c'est votre avis? Il aurait dû y avoir plus de sénateurs, plus de sénatrices. Ce qui est vrai, c'est que le Sénat était très présent dans la campagne et qu'il y a beaucoup d'investissements humains et de compétences pour la campagne François Hollande. Mais bon, l'art d'un gouvernement, c'est toujours compliqué et il y a toujours des déçus, il y a toujours des gens qui pensent que c'est pas suffisamment équilibré dans un sens ou dans un autre. Moi, je pense que ce gouvernement ne le jugera que sur une chose, ses actes. Alors justement, parlons des actes. On va parler des premiers pas. D'abord, j'accueille Jean-Louis Gombault, notre chroniqueur. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Qui nous a rejoint. Nous allons dans un instant parler d'Europe. Sur les premiers pas de François Hollande sur la scène internationale, Marie-Noëlle Lienemann. Après s'être déclaré très réservé, on s'en souvient, sur le bouclier antimissile, François Hollande ne s'y oppose plus finalement. Après avoir promis le retrait de toutes les troupes françaises d'Afghanistan en 2012, finalement, il parle de troupes combattantes. Est-ce que vous saluez son pragmatisme? Bon, sur l'Afghanistan, tout le monde savait bien qu'on ne part pas avec le matériel en sifflant en 2 jours. Donc il est clair qu'il y avait forcément un temps entre les troupes combattantes et l'ensemble des troupes et l'ensemble des moyens humains qui sont en Afghanistan. Donc là, je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'il y a une différence d'appréciation entre ce qui avait été annoncé et ce qui va avoir lieu. Sur la question de l'OTAN, j'attends d'y voir un petit peu plus clair sur la réalité de ce qu'on accepterait de la part de l'OTAN concernant le bouclier antimissile. François Hollande l'a accepté. Alors, ses réserves sont levées, a-t-il dit. Bon, écoutez, très bien, mais je pense qu'il va falloir qu'il explique au Parlement et à l'opinion publique française quelles sont les garanties qu'il a obtenues, qui soient de nature à montrer que les craintes qui étaient les siennes ne soient pas confirmées. Mais pour l'heure, on n'a pas la suffisante explication de ce qui se passe exactement du côté de ce bouclier antimissile. Enfin, moi, je fais partie des gens les plus critiques sur le maintien de la France dans l'OTAN, donc peut-être que mon point de vue est un petit peu, je dirais pas marginal, mais en tout cas peut-être minoritaire. Alors, en tout cas, j'attends des explications. On l'a bien noté. Voilà pour la scène internationale. Il y a la scène européenne, bien sûr, Jean-Louis Gombault. Les chefs d'État et de gouvernement européens se réunissent demain à Bruxelles. Qu'y a-t-il au menu ? Au menu, ces fameux débats austérité-croissance, ils commencent maintenant à monter en ampleur et la pondération qu'il faut adopter entre l'austérité et la croissance. Sur ce plan, on peut dire que ces derniers jours, incontestablement, François Hollande a marqué des points. Il a des soutiens. D'abord, il a le soutien de la réalité. La réalité est que l'OCDE a dépeint aujourd'hui même en disant la croissance, c'est 0 pratiquement pour l'Europe, c'est même un peu plus pour la France, mais enfin c'est tout à fait marginal, 0,6%, 1,2% l'année prochaine, on ne va pas bien loin, et sans que cela résolve les déficits budgétaires des pays plus fragiles, avec l'exemple de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne. Donc premier soutien à la réalité, et surtout l'OCDE dit, mais enfin comment on va faire s'il y a une propagation de la dette, des problèmes de la crise, de la dette grecque, sans passer par un système de dette mutualisée. Ensuite, des soutiens politiques quand même. Il a obtenu au G8, les États-Unis, tout le monde était dire, ben oui, tu as raison, il faut développer la croissance. L'OCDE aujourd'hui encore qui dit, il faut développer la croissance, mais ces gens-là, G8, États-Unis, OCDE, ne voteront pas, en tout cas ne parleront pas demain à Bruxelles. Mais il y a d'autres soutiens. La Commission européenne aujourd'hui qui a dit « Ah ben j'ai trouvé 230 millions d'euros au fond de ma caisse qui reste, je vais les investir dans des projets européens. Avec ces 230 millions, je ferai venir des capitaux privés qui l'évaluent, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais enfin le chiffre a été donné par la Commission aujourd'hui de 4 milliards d'euros d'investissement privé. Le Parlement a soutenu cette initiative. Le Parlement européen lui-même a dit mais il faudrait repousser les échéances de remboursement des dettes les pays les plus endettés, sinon ils n'y arriveront pas. Donc il y a toute une batterie quand même de soutien. Le seul petit problème, c'est que le gros morceau va lui manquer, c'est la question allemande. C'est l'épine allemande. Parce que croissance, mais qu'est-ce qu'on met derrière la croissance, Marie-Noëlle ? Ça, c'est déjà un débat qu'il faut avoir, puisque vous savez bien que David Cameron et certains libéraux avaient fait, il y a peu de temps, un mémorandum pour la croissance. Le seul problème, c'est que leur mémorandum pour la croissance, c'était continuer comme on a toujours fait, c'est-à-dire on dérégule davantage, on flexibilise le travail et le marché du travail, comme on dit, davantage. Donc, effectivement, derrière le terme croissance, il n'y a pas forcément le même regard. Du point de vue de
de la Commission, quand même, il y a l'idée d'avoir des fonds publics qui servent à des investissements avec un effet levier pour porter une croissance par des investissements de modernisation. Le gros morceau, c'est effectivement l'Allemagne, mais l'Allemagne ne va pas pouvoir durablement demeurer très isolée. Vous pariez sur la fragilisation sur la scène politique intérieure d'Angela Merkel? Pas seulement intérieure. Je pense que l'Allemagne, il y a d'abord cette réalité intérieure. Elle a quand même de très mauvaises élections, ce qui d'ailleurs au passage me fait toujours beaucoup sourire sur l'exemple allemand qui nous est donné comme étant génial. Le peuple allemand n'a pas l'air d'être aussi passionné contre leur modèle social que... Ils ont quand même moins de difficultés que les autres peuples. Oui, enfin ça dépend si vous prenez... Chacun son malheur, mais c'est pour certains le fardeau est si plus vous lourd, prenez si je le taux de pauvreté ou la réduction de la durée de vie pour les couches populaires en Allemagne, c'est pas mirobolant, hein. Mais bon, enlevons ça. La réalité, c'est que l'Allemagne va être de plus en plus isolée. Parce que vous avez dans ces pays qui étaient ses alliés, d'abord on voit certains pays convaincus par la thèse de François Hollande, mais aussi parce que vous avez des alliés historiques qui commencent à lâcher. Les Hollandais ont les plus grandes difficultés à tenir sur le pacte de stabilité, alors que dire du futur traité. Vous avez des pressions à l'est de l'Europe qui sont de plus en plus des pressions populistes sur lesquelles même les gouvernements plutôt favorables à Merkel sentent bien que s'ils tirent trop loin la corde, ça va mal se terminer. Donc moi, je fais le pari que l'Allemagne est isolée et que François Hollande a une vraie marge de manœuvre. On verra si le pari est tenu. Jean-Luc Combeau, sur la Grèce aussi, j'ai vu qu'aujourd'hui l'économiste Nouriel Roubini, il est célèbre pour avoir prédit, je crois, le premier, la crise financière. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont prédit, mais ils n'ont pas prédit grand-chose. En tous les cas, aujourd'hui, il plaide pour une sortie négociée de la Grèce, de la zone euro. Il dit que c'est un moindre mal. Oui, alors moi je pense qu'il n'a pas dû bien faire les calculs, mais bon, il est américain, il a beau être prix Nobel, ça se discute. Je pense que là, il faut faire preuve de modestie dans cette affaire. Malgré tout, alors moindre mal, oui, je ne sais pas, mais la réalité, c'est que si la Grèce flanche, les répercussions sont absolument considérables. C'est peut-être un moindre mal pour la Grèce, et je crois que déjà ça se discute très fortement, mais la contagion est quelque chose de la pire que l'on peut redouter. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire aussi de manière abrupte c'est un moindre mal. Le mot de la fin, Marie. Oui, moi je pense un peu comme vous que l'idée du moindre mal est quand même à très haut risque, c'est quand même un plongeon dans l'incertitude. La vraie question pour la Grèce, c'est où sont ces moteurs de relance? Parce que c'est vrai que par exemple le tourisme, c'est vrai qu'un effet monétaire pourrait lui être favorable. Mais en réalité, c'est que nous devons accompagner une réflexion, parce que c'est là le débat sur quelle croissance. Il est certain que tant qu'on est dans le dumping social généralisé, qu'il n'y a pas d'investissement public avec des choix stratégiques de quels sont les pôles sur lesquels chacun des pays peut prévoir une forme de relance de la croissance, nous serons devant de grandes difficultés. Et c'est vrai que la Grèce peut être tentée à un moment ou à un autre de se dire qu'après tout, jouer la déflation monétaire peut être dans certains cas prend positif. la déclaration des responsables français, de Laurent Fabius en passant par Pierre Moscovici et évidemment par François Hollande, voilà ce qu'ils disent. La Grèce doit rester dans la zone euro, oui, mais si elle respecte ses engagements. Mais c'est là tout le problème. Qu'est-ce qu'on résout quand on dit cela? Moi, ce que je pose la question de quels sont les engagements sérieux qu'on peut demander à la Grèce. Voilà. Prenons un exemple sur le remboursement de la dette. On dit la Grèce n'a pas remboursé sa dette. Mais il y a la dette et les intérêts de la dette. Quand vous regardez la dette objectivement, elle n'a pas tout à fait remboursé, mais c'est encore jouable. Mais le jeu des intérêts de la dette qui ont été sans arrêt en augmentation n'a fait qu'accroître le problème. Donc on aurait eu un rachat de la dette par la Banque Centrale Européenne, quitte à ce qu'après, où il y a un remboursement de cette dette à un taux raisonnable, on ne serait pas du tout dans la même situation. Donc les engagements de la Grèce, oui, il doit tenir des engagements. Faut-il que les engagements soient collectivement raisonnables? Et nous verrons ce que voteront les Grecs le 17 juin prochain. C'est très important pour leurs élections. Merci beaucoup, Madame Lienemann. Merci Jean-Luc Combeau et merci Jérôme Sottemarie. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Alors, nous ne pourrons pas regarder ce tour de l'info. Nous allons, je vais vous dire de toute façon au revoir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis bien sûr à demain avec très grand plaisir et on retrouvera, j'en suis sûre, le tour de l'info dès demain. Bonne soirée.
L'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Henri Gano, et merci d'être avec nous. Vous connaissez votre baptême du feu électoral dans les Yvelines? Vous n'aimez pas tellement l'expression? Non, enfin, du feu, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu, et ce n'est pas une guerre, même non, si certains, dans votre camp, je pense à Jean-François Copé, se présentent en chef de guerre. C'était une image, mais la politique, c'est pas la guerre, ça ne doit pas l'être. Très bien. En tous les cas, vous êtes candidat dans une circonscription où apparemment vous ne devriez pas avoir trop de problèmes, même s'il y a de nombreux candidats autour de vous, et même 19 au total. 19 candidats. Oui. Vous et l'UMP. Nadège Puljac de l'agence France-Presse, notre partenaire, vous interrogera sur ce thème tout à l'heure. Vous et Nicolas Sarkozy, chronique achevée par l'échec du 6 mai, une injustice, ce fut votre premier mot, je me souviens, et Perrine Tarnaud a beaucoup de questions à vous poser à ce sujet. J'ai dit que j'avais un sentiment d'injustice. Voilà. Peut-être que vous l'avez vécu vraiment personnellement, vous nous direz pourquoi et comment. Vous et le nouveau pouvoir, eh bien c'est ce qui va nous occuper au cours du premier quart d'heure de cette émission, Henri Gano. Êtes-vous prêt à reconnaître que François Hollande, même s'il ne connaît pas d'état de grâce dans les sondages, a réussi son entrée dans le grand jeu diplomatique et international aux États-Unis? Mais comment aurait-il pu en être autrement? Je dirais, quand un nouveau président arrive sur la scène internationale, un président français, il est accueilli gentiment, poliment et même cordialement. C'est tout à fait normal. J'aurais détesté. Mais ça n'a rien à voir. L'expérience, elle va se mesurer au résultat. Pour l'instant, on est dans l'accueil, on est dans les premiers pas. Voilà, c'est normal que le président français soit bien accueilli. J'aurais trouvé détestable qu'il ne le soit pas. Mais l'effet d'image est réussi, à côté d'Obama et d'autres responsables internationaux. Oui, c'est normal qu'il soit à côté d'Obama quand il va à un sommet du G8 ou à un sommet de l'OTAN. Oui, mais tout ça est quelque chose de tout à fait naturel. C'est pas la preuve qu'on a une bonne politique ni qu'on réussit, mais voilà, les choses se passent normalement comme elles doivent se passer. D'accord. Alors c'est très bien ainsi. Seulement une question d'image. Le journal allemand Bild voit le président français donc à l'offensive, voulant même prendre le commandement à Angela Merkel. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez, vous aussi, dans son offensive, notamment sur la croissance? Je ne sais pas quelles sont ses arrière-pensées, mais l'Europe ne peut pas se construire sur la volonté de l'un ou de l'autre de commander. Personne ne commande. En Europe, il faut que chacun fasse des pas vers l'autre. Voilà, et c'est la seule manière d'avancer. Justement, certains pensent que Merkel-Hollande sera un couple plus équilibré que Merkozy ou manifestement... Il était très équilibré, le couple. On a beaucoup dit qu'Angela Merkel avait réussi à imposer sa volonté. Non, tout ça, ce sont des caricatures et des propos de campagne, sinon des propos de comptoir. Voilà. Alors, on sait en tous les cas qu'avec Berlin, ça va coincer sur les euro-obligations, la solution que rejette la chancelière pour sortir de la crise de l'euro. Mais François Hollande a réussi quand même à imposer la croissance à l'agenda. Et on constate aujourd'hui que beaucoup de responsables européens, finalement, sont satisfaits de voir le président français tenir un autre discours face à la chancelière. Mais vous rigolez, non? La France tient le discours de la croissance depuis toujours. Voilà, pendant toute la crise, la France a tenu le discours de la croissance. Ça est absurde, mais simplement, on va très vite constater que personne n'est d'accord sur la manière de faire de la croissance en Europe et de relancer l'activité. Voilà, mais heureusement qu'on est pour la croissance. Pourquoi vous voulez être pour la décroissance, vous êtes pour la dépression, pour la récession? Enfin, personne n'est assez fou pour cela. La question est de savoir après quels moyens on se donne pour fabriquer de la croissance. Est-ce que vous estimez que d'ores et déjà le bilan de Nicolas Sarkozy est attaqué par certaines